Imaginez un peu, on est en pleine guerre de 100 ans et un port français ultra stratégique se retrouve non seulement pris, mais carrément occupé par les Anglais pendant plus de 50 ans. 50 ans. Mais comment une chose pareille a-t-elle bien pu arriver? C'est cette histoire incroyable qu'on va décortiquer aujourd'hui. Voilà, c'est la question au cœur de tout. Comment une armée étrangère a-t-elle pu s'installer aussi longtemps, aussi solidement? Attention, ce n'est pas une simple histoire de conquête militaire, non. C'est bien plus complexe. C'est un véritable drame politique fait d'alliances un peu bancales, de grandes ambitions et, bien sûr, de trahisons qui coûtent très cher. Allez, on démêle tout ça. Tout commence donc ici, avec cette idée un peu folle d'une forteresse anglaise en plein territoire français. Pour bien comprendre, il faut qu'on remonte le temps, direction le XIVe siècle en Bretagne. À cette époque, le duché est une pièce maîtresse, complètement pris en étau entre les deux superpuissances du moment, le royaume d'Angleterre et le royaume de France. Et au beau milieu de cet immense échiquier géopolitique, il y a Brest. Brest, c'est beaucoup plus qu'un simple port. C'est la clé stratégique qui peut verrouiller toute la Bretagne et qui ouvre une porte immense sur l'Atlantique. Celui qui contrôle Brest, eh bien, il contrôle les routes maritimes, commerciales et militaires. C'est la base avancée parfaite, le rêve de n'importe quel roi qui veut avoir un pied sur le continent. Bon, une forteresse comme ça, évidemment, elle ne se donne pas comme ça. Pour comprendre comment Brest a pu basculer, il faut qu'on s'intéresse à l'homme au centre de toute cette affaire, le duc Jean IV de Bretagne. Un dirigeant qui, il faut le dire, était dans une situation quasi impossible. Alors Jean IV, quel est son problème? En fait, son autorité sur le duché est sans cesse remise en question par des rivaux, eux-mêmes soutenus par le roi de France. Il est coincé. Alors il prend une décision qui va absolument tout changer. Il va se tourner vers l'ennemi de son ennemi, c'est-à-dire l'Angleterre. Et là, l'emprise anglaise ne s'est pas faite en un jour. C'est une montée en puissance petit à petit. Ça commence doucement en 1342, avec la nomination d'un capitaine anglais. Puis les traités s'enchaînent et leur présence devient de plus en plus forte. Le vrai tournant, c'est en 1372. Le roi d'Angleterre obtient le droit d'entrer dans tous les ports bretons. Et un an plus tard, le duc lui-même est obligé de fuir. Où ça? En Angleterre, bien sûr. Il confie tout son duché à ses alliés. L'allié est devenu un protecteur dont il ne peut plus se passer. Mais que se passe-t-il quand ce protecteur si indispensable décide qu'il ne veut plus seulement protéger, mais carrément posséder? C'est précisément là que tout bascule. L'alliance se transforme et devient une véritable occupation. Le point de non-retour, c'est le traité de 1378. Il y a un avant et un après. Avant, les Anglais étaient, disons, des invités, des gardiens qui agissaient au nom du duc. Mais après 1378, tout change. Le duc Jean IV, toujours en exil et complètement acculé, cède officiellement Brest au jeune roi d'Angleterre, Richard II. Ce ne sont plus des gardiens, ce sont les maîtres des lieux. Et pour les gens sur place, pour la population bretonne, cette occupation est un véritable cauchemar. Les archives de l'époque parlent d'un pillage en règle, des impôts illégaux et écrasants, les ressources naturelles comme le poisson et le bois sont saisies. Et le pire peut-être, c'est cette humiliation commerciale. On force les paysans à échanger leur bon grain contre du vin anglais avarié. On n'est plus du tout dans une alliance là, c'est une exploitation pure et simple qui étouffe toute la région. Jean IV finit par comprendre son erreur. Une erreur monumentale. En gros, il a fait entrer le loup dans la bergerie. Et c'est là que commence une partie d'échecs politiques et militaires qui va durer des années. Une lutte acharnée pour essayer de récupérer ce qu'il a lui-même donné. Sa stratégie va se jouer en 3 temps. D'abord, la diplomatie. Il envoie des ambassadeurs, il proteste, mais il se heurte à un mur. Les Anglais ne veulent rien savoir. Ensuite, deuxième temps, un retournement de situation spectaculaire. Il signe en secret une alliance avec son ancien ennemi, la France. Et enfin, troisième temps, l'action militaire. Avec l'aide des Français, il va faire le siège de sa propre ville, maintenant tenue par ses anciens alliés. Mais sur le terrain, c'est la déception totale. C'est un cycle d'échecs vraiment frustrant. En 1386, il commence le siège, mais la flotte anglaise arrive et met fin à ses espoirs. En 1387, il reconstruit des fortifications. Elles sont aussitôt détruites. En 1388, il essaye une dernière fois, et c'est le même scénario. À chaque fois, la conclusion est la même. La puissance navale anglaise est trop forte. Une reconquête par les armes semble tout simplement impossible. Puisque les armes n'ont servi à rien, il ne reste plus qu'une seule carte à jouer, la négociation. Mais attention, la libération de Brest va se faire, mais pas à n'importe quel prix. Le prix à payer sera exorbitant. Il faut dire que ce n'était pas gagné d'avance. À la cour d'Angleterre, il y avait un lobby pro-guerre très influent. Des nobles très puissants, comme le duc de Gloucester, refusaient catégoriquement ne serait-ce que d'entendre parler de rendre Brest. Pour eux, c'était un atout stratégique majeur, et il était hors de question de le lâcher. Et pourtant, en 1397,
la situation se débloque enfin. Après des négociations hyper complexes et même une tentative d'alliance par mariage qui tombe à l'eau, le roi Richard II finit par accepter de rendre la ville. C'est une immense victoire diplomatique pour le duc, presque inespérée. Mais cette victoire a un coût bien réel. Pour que la garnison anglaise accepte enfin de faire ses bagages, Jean IV doit leur verser une somme colossale, 35 400 livres. C'est une fortune absolue pour l'époque. En résumé, après des décennies de lutte, il est obligé de racheter sa propre ville à ceux qui, à l'origine, étaient censés le protéger. On pourrait croire que l'histoire se termine là, mais pas du tout. Comble de l'ironie, après la mort de Jean IV, sa veuve se remarie avec le nouveau roi d'Angleterre. Évidemment, ce mariage relance toutes les tensions et déclenche une nouvelle série de raids ultra-violents sur les côtes bretonnes. Le départ des Anglais de Brest n'avait en fait pas du tout mis fin à la guerre. Voilà l'histoire. 55 ans d'occupation. Tout ça à cause d'une alliance désespérée et d'un simple traité. Cette histoire, vieille de plusieurs siècles, nous laisse avec une question qui, elle, est toujours d'actualité. À quel moment franchit-on la ligne? Où se situe la frontière si fragile entre un allié et un occupant? C'est une question qui mérite vraiment d'être posée, hier comme aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.